Tu sais ce moment où tu réalises que tu as une relation différente avec la solitude. Pas cette solitude qui fait mal, qui serre la poitrine un samedi soir, sans trop savoir pourquoi. C'est autre chose. C'est une préférence silencieuse, presque instinctive, pour être seul. Tu n'as pas de haine pour les gens. Tu n'es pas misanthrope. Simplement, tu fonctionnes mieux quand personne n'est là. Et pendant longtemps, tu as probablement pensé que c'était juste ta façon d'être, ta personnalité, ton tempérament. Je suis plutôt solitaire, tu dis, et les autres acceptent sans poser de questions. Mais, et si ce n'était pas ça? Et si cette préférence pour rester seul n'était pas un trait de naissance, mais un schéma? Un schéma qui a commencé bien avant que tu en aies conscience, dans l'enfance, dans ces années silencieuses où ta psyché était façonnée sans que tu t'en rendes compte. Carl Jung a passé des décennies à étudier exactement ça. Il a observé que certaines des personnes les plus indépendantes, les plus autosuffisantes, les plus à l'aise dans leur propre compagnie, n'étaient pas nées ainsi. Elles avaient été formées par un environnement, formées par des réponses apprises tôt, formées par l'imprévisibilité de ceux qui auraient dû être prévisibles. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment ça se passe. Couche par couche. Pas comme une liste, pas comme un catalogue de comportements, comme une histoire. Ton histoire, peut-être. Parce que quand tu comprendras pourquoi ta psyché a décidé que le silence est plus sûr que la compagnie, tu ne te regarderas plus jamais de la même façon. Commençons par le début, par l'endroit où tout ça prend sa source. Imagine grandir dans une maison où tu ne sais jamais quelle version de ton parent va apparaître. Il y a des jours où il est chaleureux, affectueux, présent. Il t'écoute, te serre dans ses bras, te fait sentir vu. Mais il y a d'autres jours, des jours où cette même personne est distante, froide, impatiente, irritable sans raison apparente. Tu n'as rien fait de différent, mais la réponse a changé. Il n'y a pas de constance. Et là se produit quelque chose que Jung décrivait comme une blessure dans la fonction relationnelle de l'ego. L'esprit de l'enfant, qui essaie de comprendre comment fonctionne le monde, apprend une leçon dangereuse. La connexion n'est pas sûre. L'amour n'est pas fiable. Parce que tu ne sais jamais quand l'affection va être retirée. Tu ne sais jamais quel comportement va provoquer la froideur. Tu ne sais jamais si ce qui a fonctionné hier fonctionne aujourd'hui. Alors ton cerveau s'adapte. Il ne décide pas consciemment de s'éloigner. Il commence simplement à se préparer. L'attente devient prudence. La recherche de proximité devient une sorte de calcul inconscient. Est-ce que c'est sûr de m'approcher maintenant? C'est ce que Jung appelait un schéma d'attachement insécure. Mais traduisons ça dans ta vie d'adulte, parce que c'est là que ça se manifeste vraiment. Aujourd'hui, tu peux bien te connecter aux gens. Tu peux être sociable dans certains contextes, mais tu sens qu'il y a une limite invisible. Après un certain temps avec quelqu'un, quelque chose en toi demande à partir. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est une régulation. Tu as besoin de ta propre compagnie pour te sentir stable à nouveau. Parce que seul il n'y a pas de surprise. Seul il n'y a pas de changement d'humeur soudain. Seul tu es prévisible pour toi-même. Et cette prévisibilité, c'est ce qui t'apaise. Mais il y a un détail, un que j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Cette préférence pour la solitude vient rarement seule. Elle s'accompagne de quelque chose de plus subtil, quelque chose que tu n'as peut-être jamais nommé. Et si ce que je viens de dire résonne en toi, si tu sens que quelque chose te touche, reste. Parce que ce qui vient maintenant va encore plus loin. Le deuxième schéma est plus silencieux. Tellement que beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils l'ont vécu. Ce n'est pas une question d'agression. Ce n'est pas un abandon évident. C'est l'invisibilité émotionnelle. Grandir dans un environnement où tes émotions n'étaient pas vraiment vues. Tu rentrais à la maison triste. Quelque chose s'était passé à l'école. Une frustration, une peur. Et la réponse qui venait était « Tu exagères.
c'est pas si grave. Arrête ton cinéma. Ou pire, ils ignoraient simplement. Changèrent de sujet. Comme si ce que tu ressentais ne méritait pas de place. Et toi, qui n'avais pas de vocabulaire émotionnel, qui ne savais pas nommer ce que tu ressentais, qui voulait juste être entendu, tu as appris quelque chose. Tu as appris qu'exprimer ne sert à rien, que parler de ce qui fait mal n'apporte pas de réconfort, que tes larmes sont une gêne pour les autres. Alors tu t'es arrêté, tu as arrêté d'expliquer, tu as arrêté de montrer, tu as arrêté d'espérer que quelqu'un te comprenne, et ton esprit, intelligent comme il est, a créé une règle. Tout ce que je ressens, je le règle seul. Et de préférence, sans personne autour. Parce que si personne n'est là, tu ne risques pas d'être invalidé à nouveau. Si personne n'est là, tu n'as pas à ressentir le malaise de demander de l'aide et de ne pas en recevoir. Jung décrivait ça comme une internalisation du vide relationnel. L'autre a échoué à être un espace sûr pour tes émotions. Alors tu es toi-même devenu cet espace. Tu es devenu le seul endroit où tes émotions sont acceptées. Et ça fonctionne. Ça fonctionne bien, en fait. Tu deviens incroyablement autosuffisant sur le plan émotionnel. Tu n'as pas besoin de te confier. Tu n'as pas besoin de validation extérieure. Tu traites tout dans ta propre tête, dans le silence de ta propre chambre. Mais le prix, c'est que tu as perdu l'habitude de t'ouvrir. Et un jour, quand tu voudras t'ouvrir, tu sentiras que tu ne sais plus comment faire. Comme s'il y avait un verrou, un blocage. Quelque chose qui dit de toute façon, personne ne comprendra. Alors pourquoi essayer? Et c'est là que la préférence pour rester seul cesse d'être un choix et devient un besoin défensif. Le troisième schéma est le plus traître, parce qu'il se déguise en vertu. L'indépendance précoce. Écoute, certains enfants ne choisissent pas d'être indépendants. On les pousse vers ça, soit par négligence, soit parce que l'adulte autour d'eux était tellement surchargé par ses propres problèmes qu'il ne restait plus de place pour les besoins de l'enfant. Alors dès le début, tu as appris à te calmer seul, à résoudre tes propres problèmes, à ne pas demander d'aide. Parce que chaque fois que tu demandais, tu entendais un soupir de lassitude. Tu entendais pas maintenant. Ou tu voyais une expression de quelqu'un trop surchargé pour s'en préoccuper. J'ai vu ce schéma des dizaines de fois. Ça finit toujours pareil. Et ton esprit, ce même esprit qui voulait juste être pris en charge, a créé une nouvelle règle. La seule personne en qui je peux avoir confiance, c'est moi-même. Ça ressemble à de la force. Ça ressemble à une maturité précoce. Tout le monde le félicite. Comme tu es responsable, comme tu te débrouilles seul, tu n'as besoin de personne finalement. Mais à l'intérieur, il y a une fatigue que tu ne nommes pas. Il y a une solitude que tu ne ressens pas, parce que tu n'as jamais appris à manquer ce que tu n'as pas eu. Il y a un malaise profond avec la vulnérabilité. Pas parce que tu es orgueilleux. Parce que dans ton expérience, être vulnérable n'a pas apporté du soin. Ça a apporté du poids. Ça a apporté la sensation de déranger. Jung étudiait ça comme une distorsion dans le processus d'individuation. L'individuation saine, c'est quand la personne devient elle-même progressivement, soutenue par des liens sécurisants. L'individuation forcée, c'est quand la personne devient autosuffisante parce qu'il n'y a eu aucun lien sécurisant. Le résultat est un adulte qui fonctionne, qui produit, qui livre, mais qui a une difficulté immense à simplement recevoir. Recevoir de l'aide sonne comme un échec. Recevoir de l'affection sonne comme une dette. Recevoir de l'attention sonne comme un danger. Parce que dans ta mémoire corporelle, dépendre de l'autre n'a jamais été sûr. C'est aussi simple que ça. Et devine ce qui arrive à quelqu'un comme ça. Cette personne préfère rester seule, pas parce qu'elle déteste les autres, parce qu'être seule est le seul état où elle n'a pas à négocier son autonomie, où elle ne risque pas de se retrouver en position de celle qui a besoin. Maintenant, il y a un quatrième schéma. Celui-là est plus physiologique que psychologique.
Mais Jung en parlait il y a 100 ans. Il l'appelait « surcharge du système nerveux ». Certaines personnes vivent simplement le monde avec plus d'intensité. Les sons sont plus forts, les lumières plus intenses, les émotions des autres plus contagieuses. Et si tu as grandi dans un environnement déjà chaotique en lui-même, disputes, pression, imprévisibilité, cris, tension constante, ton système nerveux s'est adapté pour être toujours en alerte. C'est comme si tu avais un radar qui ne s'éteint jamais. Un radar qui capte l'humeur de tout le monde dans la pièce, qui sent quand la tension monte avant qu'un seul mot soit dit, qui absorbe l'anxiété des autres comme si c'était la sienne. C'est épuisant. Et quand tu es enfant, tu n'as pas les outils pour gérer ça. Tu ne peux pas simplement quitter l'environnement. Alors ton corps fait la seule chose qu'il peut. Il commence à chercher du soulagement. Et le soulagement vient dans le silence. Il vient dans la chambre sombre. Il vient dans l'isolement volontaire. Parce que dans le silence, il n'y a pas de stimulation excessive. Pas de voix à traiter. Pas d'expression à déchiffrer. Pas d'émotion à absorber. Il y a juste la paix. Un type de paix que tu ne trouves nulle part ailleurs. Jung appelait ça le repli psychique vers l'intérieur, comme quand la psyché se retire à l'intérieur parce que l'extérieur devient insoutenable. Ce n'est pas une introversion de caractère. C'est une réponse à un environnement qui prenait plus qu'il ne donnait. Et ce schéma, contrairement aux autres, n'est pas une peur de l'autre. C'est une surcharge sensorielle et émotionnelle. Tu n'évites pas les gens parce qu'ils vont te faire du mal. Tu les évites parce qu'ils te drainent, parce que tu ressens tout ce qu'ils ressentent, et un peu plus encore. Et ensuite, tu as besoin de des heures, parfois des jours, seul pour te rééquilibrer. C'est pour ça que beaucoup de personnes hautement sensibles, et ce n'est pas un diagnostic mais une description, préfèrent rester seules. Pas parce qu'elles n'apprécient pas la compagnie. Parce que la compagnie, pour elles, a un coût énergétique que les autres n'imaginent même pas. Il y a un 5e schéma. C'est celui que Jung appellerait le prix de la différenciation précoce. Réfléchis comme ça. Quand tu es enfant, l'un de tes besoins les plus fondamentaux est d'être compris. Pas seulement pris en charge, mais compris. Que quelqu'un te regarde et voit non pas ce qu'il attend, mais ce que tu es vraiment. Quand ça n'arrive pas, quand ta singularité est ignorée, quand tes intérêts sont traités comme des bêtises, quand ta façon de voir le monde est constamment corrigée, tu apprends une leçon cruelle. Ce que je suis n'est pas le bienvenu ici. Alors tu fais ce que toute psyché saine ferait. Tu gardes ce qui est authentique pour les moments de solitude. Tu développes une persona, c'est comme ça que Jung appelait le masque social, pour fonctionner dans le monde. Et tu gardes ton vrai moi pour quand personne ne regarde. Ce n'est pas une simulation consciente, c'est de la survie. Le problème, c'est qu'avec le temps, tu t'habitues tellement à porter ce masque que tu commences à sentir que le masque, c'est toi. Et le vrai moi n'apparaît que quand tu es seul. Quand tu es seul, tu peux penser à ta façon, ressentir à ta façon, exister sans avoir à t'expliquer, écouter la musique que tu aimes sans honte, rire seul d'une blague intérieure, simplement être. Et naturellement, tu commences à préférer ta propre compagnie, parce que c'est la seule où tu n'as pas à jouer un rôle. Jung disait que c'est l'un des paradoxes les plus douloureux de la psyché. Plus tu es authentique dans la solitude, plus tu te sens artificiel dans le collectif. Et la tendance alors est de te retirer de plus en plus. Pas par orgueil, par la fatigue de représenter. Maintenant, j'ai besoin de faire une distinction. Une qui est peut-être la plus importante de tout ce dont on parle. Et elle résout un malentendu que la plupart des gens portent. Il y a une différence entre être seul et se sentir solitaire. Et cette différence, c'est tout. Solitaire, c'est quand tu veux de la connexion et que tu ne peux pas l'avoir. Quand il y a une fin de contact qui n'est pas rassasiée. Quand le silence pèse, serre, fait mal. Être seul par choix,
c'est le contraire. C'est quand le silence nourrit, quand l'absence des autres est un soulagement, pas une punition. Quand tu reviens à toi-même comme quelqu'un qui rentre chez lui après une journée épuisante. La personne qui préfère rester seule, dans la plupart des cas, n'est pas solitaire. Elle est sélective. Elle sait qu'elle peut se connecter. Elle a la capacité d'aimer, de prendre soin, de construire des liens profonds. Seulement, elle ne va pas faire ça avec n'importe qui. Elle ne va pas dépenser son énergie relationnelle avec ceux qui ne le méritent pas. Et ça, ce n'est pas un défaut. C'est du discernement. Jung parlait beaucoup de ça dans le contexte de l'individuation avancée. Au début de la vie, on se connecte avec presque tout le monde. On est ouvert, vulnérable, expansif. Après certaines expériences, on apprend à filtrer. On commence à réaliser que tout le monde n'est pas sûr, que tout le monde ne mérite pas d'accéder à notre monde intérieur. Et là, la préférence pour la solitude devient un signe de santé, de discernement. D'avoir appris la leçon que beaucoup n'apprennent jamais, ta compagnie a de la valeur. Et tu ne dois pas la distribuer comme si elle était gratuite. Rassemblons toutes ces couches maintenant, parce que c'est ce que Jung ferait. Il ne voyait pas les schémas séparément. Il voyait une configuration, un dessin, une architecture invisible construite pendant tes premières années et qui gouverne silencieusement tes choix aujourd'hui. Si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, si tu sens que quelque chose a touché un endroit qui était silencieux en toi, alors c'est peut-être le moment de reformuler le récit que tu te racontes sur toi-même. Tu n'es pas né en préférant rester seul. Tu t'y es adapté. Parce qu'à un moment donné, très tôt, la compagnie de l'autre s'est révélée trop imprévisible, ou trop indifférente, ou trop exigeante, ou trop envahissante, ou simplement trop épuisante. Et ton esprit, qui est une machine de survie avant d'être une machine de bonheur, a fait ce que tout bon système ferait. Il a réduit l'exposition au risque. Il a augmenté la sécurité. Le problème, c'est que le même mécanisme qui t'a protégé t'a aussi limité. Parce que quand tu cesses d'avoir besoin des gens, tu cesses aussi de les laisser entrer. Et sans t'en rendre compte, tu peux finir par construire une vie où il y a beaucoup d'espace vide. Et cet espace vide, qui était autrefois un bouclier, peut devenir un mur. Alors la question n'est pas pourquoi j'aime rester seul. La question est, est-ce que je choisis de rester seul ou est-ce que je me retire automatiquement vers la solitude comme s'il n'y avait pas d'autre option? Parce que le choix, c'est la liberté. L'automatisme, c'est la prison. Et la différence entre les deux est subtile. Mais tu peux la sentir. Le choix vient avec du calme, une sensation de « je peux être avec quelqu'un », mais maintenant, je préfère ne pas l'être. L'automatisme vient avec une rigidité, avec cette voix intérieure qui dit mieux seul que mal accompagné si souvent que tu ne testes plus si c'est encore vrai. Jung dirait que le travail d'une vie n'est pas de devenir plus sociable, ce n'est pas de forcer des connexions, ce n'est pas de nier ton besoin de silence. Le travail, c'est de récupérer le choix, c'est de pouvoir être avec quelqu'un sans sentir que tu perds quelque chose de toi-même. C'est de pouvoir t'ouvrir sans attendre le pire. C'est de pouvoir dépendre un peu, de temps en temps, sans que ça active toutes les alarmes d'urgence dans ta psyché. Et ça ne se résout pas avec des phrases de développement personnel. Ça ne se résout pas avec des affirmations positives. Ça se résout avec de la compréhension. Avec la compréhension profonde d'où vient ce schéma. Et avec la permission lente, patiente, d'expérimenter de nouvelles façons d'être avec les autres, sans précipitation, sans obligation, sans la culpabilité de « je ne suis pas doué pour les relations ». Tu n'es pas mauvais dans les relations. Tu as juste appris à te protéger d'une façon qui maintenant, peut-être, n'est plus nécessaire. L'environnement qui t'a appris à te méfier de la connexion, cet environnement n'existe plus. Mais ta psyché continue à fonctionner comme s'il existait encore, comme si toute ouverture était une menace,
comme si chaque geste de vulnérabilité était une invitation à la déception. Et c'est pour ça que même si tu veux être avec quelqu'un, même si tu ressens le manque, et parfois tu le ressens même si tu ne l'admets pas, le corps recule, l'esprit trouve des excuses, le silence gagne. Pas parce que tu es faible, parce que tu as été très bien formé. Et désapprendre cette formation prend du temps. Ça demande de petites expériences, des expositions contrôlées, le courage d'être déçu à nouveau, mais maintenant, avec la conscience que tu peux survivre. Il y a quelque chose que Jung a écrit à la fin de sa vie, quelque chose que peu de gens citent, mais qui résume tout ce dont on a parlé ici. Il a dit « La solitude ne vient pas de ne pas avoir de gens autour de soi. Elle vient de ne pas pouvoir communiquer les choses qui sont importantes pour soi. Et toi, qui préfères rester seul, tu sais ça très bien. Tu n'as pas évité les gens. Tu as évité la frustration d'essayer d'être compris et d'échouer. Tu as évité la douleur d'ouvrir la porte et que personne n'entre. Tu as évité la fatigue de traduire ton expérience intérieure à quelqu'un qui, au fond, n'était pas intéressé. Alors tu t'es recueilli et tu as créé un monde en toi si riche, si complexe, si vivant, que parfois tu ne ressens même pas le manque du dehors. Et c'est beau, c'est fort, c'est de la survie avec dignité. Mais ne laisse pas cette force te convaincre que tu n'as plus besoin de personne. Parce que si tu en as besoin, tout être humain en a besoin. Pas de beaucoup de gens, pas de n'importe qui, de gens qui comprennent le silence, qui respectent l'espace, qui ne confondent pas ta tranquillité avec de la froideur. Et ces gens existent, ils sont rares, mais ils existent. Et pour les trouver, tu vas devoir prendre un peu de risque. Tu vas devoir de temps en temps choisir la compagnie même si ta première réaction est de reculer. Tu vas devoir ignorer la fausse alarme que ton enfance a installée. Il ne s'agit pas de cesser d'être qui tu es. Il s'agit d'élargir un peu le territoire où tu peux évoluer, de pouvoir dire oui de temps en temps, au lieu du non automatique. Jung appelait ça l'élargissement de la conscience. Voir le schéma, nommer le schéma, et alors, doucement, choisir d'agir différemment. Tu ne vas pas devenir extraverti du jour au lendemain, et tu n'en as pas besoin. Tu as juste besoin d'un peu plus de fluidité, d'un peu plus de curiosité, d'un peu plus de permission pour tester l'hypothèse que peut-être l'autre n'est pas aussi dangereux que ta mémoire insiste à le dire. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté tout ça et senti que ce n'était pas un contenu générique, que c'était à propos de toi, alors je veux te demander quelque chose. Mets le vidéo en pause une seconde. Tu n'as pas besoin de commenter tout de suite. Respire juste. Et demande-toi, dans lequel de ces schémas tu t'es le plus reconnu? C'était dans l'imprévisibilité de l'affection, dans l'invisibilité émotionnelle, dans l'indépendance forcée, dans la surcharge sensorielle, dans l'authenticité gardée sous clé? Tu n'as pas besoin de répondre ici en bas si tu ne veux pas. Réponds-toi à toi-même. Note-le. Ressens-le. Parce que nommer, c'est le premier pas pour démanteler. Et si tu veux répondre ici, si tu veux partager quelle partie t'as le plus traversé, je vais le lire. Chacun. Parce que ce qui me motive, ce n'est pas l'algorithme. C'est comprendre, en pratique, ce qui a encore besoin d'être dit. Et tu m'aides à le savoir. Encore une chose, si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a donné une clé pour mieux te comprendre, et si tu veux continuer à descendre dans cette couche, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. Parce que ce qui vient n'est pas plus de la même chose. C'est plus profond. C'est sur quoi faire de cette connaissance quand tu ne peux plus l'ignorer. Le code est à toi. Utilise-le bien.